J'étais trop occupé à réparer les erreurs des autres pour écouter mon propre mari. Ces mots résonnaient à travers la salle de banquet, parfaitement clairs via le système audio. Ma sœur, Chelsea, se tenait dans sa robe de mariée en soie sur mesure, sous la lumière chaude des projecteurs, tenant un micro d'une main et ma lettre de divorce privée de l'autre. Le craquement sec du papier épais frôlant le micro était amplifié par les haut-parleurs, brisant le silence des 200 invités. Le parfum des lys blancs, provenant des immenses centres de table, devenait soudainement suffocant, bien trop doux et lourd pour une pièce où tout le monde avait cessé de respirer. Sous la table, le coin rigide d'une épaisse enveloppe s'enfonçait durement dans la paume de ma main. Le bord m'entaillait la peau, mais j'accueillais cette douleur avec soulagement, car elle me permettait de garder les pieds sur terre. J'avais 38 ans et, jusqu'à récemment, j'étais directrice des opérations pour notre entreprise familiale. J'avais passé toute ma carrière à organiser des événements parfaits et sans faille pour des clients de la haute société, réparant les catastrophes en coulisses avant même que quiconque ne les remarque. Mais là, j'étais assise à la réception de mariage de ma petite sœur, en ce mois d'octobre, la regardant transformer l'échec le plus humiliant de ma vie en un divertissement de soirée. Chelsea a lu un autre paragraphe concernant ma distance émotionnelle, et chaque mot qu'elle prononçait était tout à fait vrai. J'avais écrit ces phrases exactes à mon ex-mari lors de notre médiation finale, et c'était précisément pour cela que je ne pouvais pas simplement me lever et hurler que la lettre était fausse. Notre mère, Barbara, fixait fermement son assiette à dessert, les lèvres pincées en une ligne fine. À ses côtés, notre père restait rigide dans son smoking, clairement terrifié à l'idée d'un scandale public, mais totalement réticent à l'idée d'arrêter sa fille préférée. Aux tables voisines, quelques invités ont levé leur téléphone pour filmer le spectacle, leurs écrans brillant dans la pénombre de la salle. La mariée a fait une pause pour tourner la page, et l'éclairage de la scène a accroché le bord inférieur du papier. Chelsea avait plié le coin, pressant fermement son pouce sur le pied de page. Mais, alors qu'elle changeait de prise pour rapprocher le micro, j'ai vu les mots imprimés qu'elle essayait si désespérément de cacher, page 4 sur 5. Elle ne lisait pas ma lettre originale. Ma sœur avait apporté une copie imprimée et avait délibérément retiré la dernière page. La réalisation m'a frappé avec une clarté absolue, balayant le choc initial. Ce n'était pas un discours improvisé sous l'effet de l'alcool. Chelsea avait calculé cette attaque. Elle savait que j'avais la dernière page, alors elle avait décidé de frapper la première, me dépeignant comme une sœur folle et jalouse avant même que je ne puisse parler à son mari. J'ai repoussé ma chaise et me suis levé. Les lourds pieds en bois ont grincé bruyamment contre le sol de la salle de bal. Je n'ai pas couru vers la scène, et je n'ai pas essayé de lui arracher le micro des mains. Je suis simplement resté à ma place et j'ai parlé assez fort pour que les premières tables puissent m'entendre. Pourquoi n'as-tu pas lu la dernière page, Chelsea, ai-je demandé. Son sourire radieux et répété s'est figé instantanément. La mariée a baissé le micro d'une fraction de millimètre, ses yeux se posant sur nos parents pendant une fraction de seconde avant de revenir se planter sur moi. Parce que ça ne change rien, Megan, a-t-elle rétorqué. Mes mains étaient complètement glacées, mais ma voix est restée assurée. Je savais exactement ce que contenait cette page manquante, et je savais exactement pourquoi ma sœur en était terrifiée. J'ai sorti la lettre originale de 5 pages de mon sac à main, et j'ai marché droit devant la table d'honneur, en direction du marié. Aaron m'a regardé approcher, l'air confus et très mal à l'aise dans son costume sur mesure. Il avait passé la dernière heure à faire la fête, totalement inconscient du piège que sa mariée lui avait tendu. Lis le dernier paragraphe, lui ai-je dit, en lui tendant le lourd document. Aaron a regardé sa mariée, puis a baissé les yeux vers le papier. Je me suis penché et j'ai pointé ma propre signature en bas de la page 5. Ensuite, j'ai désigné le résumé formel joint par mon avocate, Dana. Le texte détaillait une analyse technologique légale approfondie, et il reliait les faux comptes, liés à cette prétendue liaison qui avait détruit mon mariage, à un développeur freelance. Cela prouvait que le freelance avait été embauché directement par Chelsea. Plus important encore, cela montrait que le dépôt initial avait été payé à l'aide d'un appareil enregistré au nom d'Aaron Blake, en utilisant une carte de crédit se terminant par 4 chiffres bien spécifiques. Aaron a lu les lignes lentement. Il a cligné des yeux, les relisant une seconde fois, et j'ai vu ses yeux s'écarquiller au fur et à mesure que la réalité s'imposait à lui. Il a reconnu le nom de son propre ordinateur portable, et il a reconnu les 4 derniers chiffres de sa carte de crédit professionnelle. Le marié s'est tourné lentement vers sa mariée. La confusion sur son visage se transformait en quelque chose de beaucoup plus aigu, quelque chose de dangereux. « Est-ce vrai ?» a demandé Aaron, d'une voix basse,
mais qui a résonné à travers la piste de danse silencieuse. La mariée ne lui a pas répondu directement. Chelsea a pointé un doigt manucuré vers moi, le visage rouge pivoine. Elle ment, s'est écrié Chelsea, sa voix montant dans les aigus, frôlant la panique. Tu sais qu'elle ment. Tu étais au courant de la campagne de test depuis le tout début, Aaron. Tu m'as donné la permission. Mon père s'est finalement levé, levant les mains au ciel et suppliant tout le monde de rester calme, de se rappeler où il se trouvait. La pièce a explosé en murmures frénétiques, mais étouffés, alors Chelsea a essayé d'utiliser ce bruit soudain à son avantage. Elle s'est approchée d'Aaron, envahissant son espace personnel, et a déclaré que je n'étais qu'une femme amère et jalouse, essayant de gâcher sa journée parfaite simplement parce que mon propre mari m'avait quitté. Ma sœur a attrapé son bras, ses jointures blanchissant contre la veste sombre d'Aaron. Dis-lui que tu savais, a exigé Chelsea. Aaron a regardé la main de Chelsea pendant une seconde, puis a dégagé son bras de son emprise. Il a fait un pas délibéré en arrière, mettant une distance physique entre lui et sa mariée. Je ne sais même pas de quoi tu parles, a répondu Aaron. Les mots d'Aaron sont restés suspendus dans la salle de réception. En me tenant là, dans le silence, écoutant l'homme qu'elle était censée épouser nier toute connaissance de ses plans, je me suis souvenu d'une époque où les gens nous appelaient, ma sœur et moi, l'équipe parfaite. 20 mois avant ce mariage ruiné, Foster House Events fonctionnait sur une division du travail simple. Nos parents avaient fondé l'entreprise, mais c'était nous qui la dirigions. Chelsea concevait les expériences. Elle choisissait les lieux historiques, sélectionnait les palettes de couleurs personnalisées et charmait les clients haut de gamme pour qu'ils dépensent le double de leur budget initial. Moi, je m'occupais de tout le reste. Je détenais les clés, je gérais les comptes et j'avais l'autorité finale sur tous les contrats des fournisseurs. Sur le papier, cela fonctionnait à merveille, mais l'équilibre des pouvoirs penchait toujours en ma faveur, Chelsea créait la lumière, et moi, je contrôlais l'électricité. En février de l'année précédente, nous nous étions réunis dans la salle de conférence principale. Chelsea se tenait en bout de la table en acajou, projetant une présentation qui semblait tout droit sortie d'un magazine de mariage sur papier glacé. Elle proposait une expansion massive de l'entreprise, suggérant d'ouvrir 3 nouvelles succursales dans 3 villes différentes, le tout sur une période de 12 mois. Notre mère rayonnait depuis son siège, hochant la tête au rythme d'un discours inspirant sur la conquête du marché des destinations de luxe. La présentation était magnifique, et tout le monde dans la pièce semblait complètement captivé. Mais, en baissant les yeux sur les dossiers financiers imprimés qu'elle avait distribués, une alarme silencieuse s'est déclenchée dans ma tête. Les chiffres n'avaient aucun sens. Les revenus projetés pour le premier trimestre étaient astronomiquement élevés, tandis que les coûts de main-d'œuvre estimés pour 3 toutes nouvelles équipes étaient curieusement bas. Il y avait aussi une ligne budgétaire massive, simplement étiquetée « Commission de garantie de fournisseurs », qui manquait totalement d'informations spécifiques sur les paiements. Au lieu d'interroger ma sœur sur ces incohérences plus tard, autour d'un café, j'ai ouvert mon ordinateur portable directement à la table. En me connectant au réseau de l'entreprise, j'ai récupéré la feuille de calcul originale de la proposition. Le fichier contenait un historique détaillé des versions. L'analyse des modifications a révélé exactement ce que je cherchais, et c'était bien pire qu'une simple erreur de calcul. Quelqu'un avait manuellement augmenté les projections de revenus et réduit drastiquement les estimations de main-d'œuvre, 2 jours après que notre service comptable eut validé l'ébauche initiale. Ce fut mon erreur fatale. J'avais absolument raison concernant les données corrompues, mais j'ai utilisé ma certitude comme une arme contondante. Le risque d'endettement était trop élevé pour retarder la conversation, alors je n'ai pas attendu un moment d'intimité pour lui demander pourquoi les chiffres avaient changé. J'ai soulevé le problème immédiatement, soulignant les incohérences juste devant nos parents, le président indépendant du conseil d'administration et notre directeur financier. L'air dans la salle de conférence s'est alourdi. Chelsea a cessé de faire défiler ses diapositives. Ses épaules se sont raidies sous son blazer ajusté, alors qu'elle plongeait son regard dans le mien. « Tu ne fais jamais confiance à ma vision, Megan », a déclaré Chelsea, la voix tremblant d'une fraction. J'aurais dû m'arrêter là, ou du moins suggérer que nous revoyions les calculs ensemble après le déjeuner. Au lieu de cela, j'ai porté le coup de grâce. « Je fais confiance à ton talent, Chelsea », ai-je répondu, en gardant un ton parfaitement neutre. « Je ne fais pas confiance à ton jugement avec autant de dettes. » Ces mots ont résonné comme des pierres jetées sur la table en verre. Notre président indépendant s'est raclé la gorge et a fermé son dossier, tandis que le directeur financier a soudainement trouvé ses chaussures incroyablement intéressantes.
Ma sœur a gardé son sourire professionnel impeccable, mais j'ai vu ses ongles manucurés s'enfoncer si profondément dans son porte-documents en cuir que ses jointures sont devenues complètement blanches. La réunion s'est terminée rapidement après cela, et le conseil a mis le plan d'expansion en attente indéfiniment. 30 minutes plus tard, mon père m'a convoqué dans son bureau privé. Il a fermé la lourde porte en chêne, s'est versé un verre d'eau, et m'a annoncé qu'il prévoyait de me nommer directrice générale dès l'année suivante. Je ne suis pas sorti pour me vanter de cette promotion. L'idée de ce que cela impliquait pour ma sœur ne m'a même jamais traversé l'esprit, sans parler de lui offrir une voie claire vers la direction à mes côtés. Plus tard dans la soirée, j'ai mentionné cette tension évidente à notre mère. Barbara a simplement balayé le problème d'un geste de la main, insistant sur le fait que la plus jeune s'en remettrait, ajoutant que j'avais toujours été la plus forte des deux, la fille capable de prendre les décisions difficiles. 2 soirs plus tard, nous avons eu notre dîner de famille régulier chez mes parents. Chelsea est arrivée avec une bouteille de vin cher et un discours parfaitement répété. Debout dans la cuisine, pendant que le four préchauffait, elle m'a servi un verre et s'est excusée. Ma sœur m'a dit que j'avais sauvé l'entreprise d'une décision émotionnelle et hâtive, et elle m'a remercié d'être le point d'ancrage logique de la famille. J'ai accepté ses excuses sans réserve. Je l'ai cru parce que ces mots s'inscrivaient parfaitement dans le récit que je voulais croire, un monde pratique où la logique résout toujours les conflits émotionnels. Nous avons terminé le dîner, et la soirée ressemblait à un nouveau départ sain pour notre relation de travail. Mais, pendant que j'aidais ma mère à débarrasser les assiettes à dessert, Chelsea s'est éclipsée dans mon bureau, au bout du couloir. Je découvrirai bien plus tard qu'elle avait profité de ces 10 minutes de tranquillité pour télécharger une copie complète de notre calendrier d'entreprise partagé. Elle avait également pris des photos de ma liste de clients privés, un répertoire de contacts précieux que j'étais la seule à gérer. Ma sœur avait fini de se battre pour obtenir de l'approbation dans les salles de conseil, et elle s'était trouvée un tout autre champ de bataille. 3 semaines plus tard, mon mari a reçu le premier message d'une femme utilisant mon nom. Ce premier message est arrivé un mardi soir. Colin était assis sur le canapé du salon, faisant défiler son téléphone, quand une notification a illuminé l'écran. Un numéro inconnu lui avait envoyé une photo. Elle me montrait debout à côté de Yann Davenport, à l'extérieur d'un restaurant réputé du centre-ville. Yann était un riche client d'entreprise, un homme marié avec 3 enfants, et un compte incroyablement important pour nos affaires. L'image était tout à fait authentique, prise après un immense dîner avec des fournisseurs. Cependant, le cadre avait été soigneusement recadré pour supprimer les 6 autres personnes qui se tenaient sur le trottoir avec nous. Sans le contexte du groupe, cela ressemblait à des adieux intimes de fin de soirée. Accompagnant cette photo tronquée, se trouvait une série de captures d'écran. Elles affichaient des SMS provenant d'un compte de réseau social enregistré sous mon nom. Les messages contenaient des phrases très spécifiques, utilisant exactement le vocabulaire d'entreprise et les salutations polies dont je me servais habituellement dans mes courriels quotidiens. La personne qui avait construit ce mensonge ne s'était pas arrêtée à une seule photographie. Un deuxième SMS a livré le scan d'un reçu d'hôtel, datant d'un voyage de repérage de lieux que j'avais fait 2 mois auparavant. Mon calendrier d'entreprise partagé, celui-là même que ma sœur avait téléchargé, prouvait que Yann se trouvait dans cette même ville à ces mêmes dates. Le faux compte de messagerie a ensuite envoyé plusieurs textos romantiques au numéro inconnu. L'expéditeur utilisait un service téléphonique prépayé, ce qui rendait l'ensemble de la piste numérique crédible et profondément enfoui. Ces miettes de pain numérique formaient une ligne parfaite et dévastatrice. Mon mari est entré dans la cuisine et a posé son téléphone, face vers le haut, sur l'îlot en granit. Il m'a posé une seule question, sa voix tendue et complètement dépourvue de sa chaleur habituelle. Il voulait savoir si je couchais avec mon client. En baissant les yeux sur l'écran lumineux, j'ai vu un faux message concernant la clé d'une chambre d'hôtel. Une chaleur soudaine et intense m'a envahi la nuque. J'avais passé toute ma vie professionnelle à gérer les risques, à vérifier les contrats, et à exiger des preuves absolues avant de porter la moindre accusation. Et voilà que l'homme que j'avais épousé 8 ans plus tôt était prêt à jeter toute notre vie par la fenêtre sur la base d'une poignée de captures d'écran anonymes. Si tu crois déjà cela, rien de ce que je pourrais dire ne suffira, lui ai-je dit. Je n'ai pas pris l'appareil pour vérifier le numéro de téléphone, et je ne lui ai pas demandé de m'envoyer les fichiers originaux pour inspecter les données cachées. La fierté a ancré mes pieds au sol, et la colère a troublé ma vision. Au lieu de démonter méthodiquement l'accusation, j'ai tourné les talons, je suis sorti de la cuisine, et je suis monté dans la chambre d'amis. Colin ne m'a pas suivi. Le silence dans la maison cette nuit-là était lourd,
mais il n'était pas inhabituel. Nos fondations se fissuraient depuis longtemps. Au cours des 2 années précédentes, mon mari s'était fréquemment plaint que je traitais notre mariage comme un risque opérationnel. Je réorganisais régulièrement son emploi du temps pour l'adapter à mes rendez-vous clients, je répondais aux questions à sa place lors des dîners, et j'apportais ma mentalité de gestionnaire agressif jusque dans notre salle à manger. Seulement 6 mois plus tôt, j'avais complètement raté un rendez-vous programmé de thérapie de couple parce qu'un fleuriste avait livré les mauvais centres de table pour un gala de charité. Ces échecs ne prouvaient pas une infidélité, mais ils avaient effectivement créé un fossé émotionnel massif. J'avais érigé un mur entre nous, et ces faux messages donnaient simplement à Colin une explication pratique à l'existence de ce mur. Il était prêt à croire que je menais une double vie, parce qu'il se sentait déjà complètement exclu de ma vraie vie. Le lendemain après-midi, la sonnette a retenti. Chelsea se tenait sur le porche, tenant 2 tasses de café, avec une expression profondément inquiète. Elle est entrée immédiatement, me serrant fort dans ses bras. Ma sœur sentait la vanille et le pressing de luxe, et elle a parlé d'un ton doux et apaisant, proposant de faire la médiation dans ce désastre grandissant. Assise à la table de la cuisine, Chelsea m'a gentiment demandé de lui expliquer exactement ce que Colin avait vu. Elle avait besoin de connaître les détails précis des preuves, prétendant vouloir comprendre toute l'étendue de ce malentendu. J'ai déballé chaque détail, totalement inconsciente que je donnais à l'architecte un rapport de situation en temps réel sur son propre projet de démolition. Plus tard dans la soirée, Chelsea s'est assise avec Colin sur le patio arrière. Elle a joué à la perfection le rôle du membre de la famille compatissant. Lorsque Colin a mentionné ma réaction froide et dédaigneuse dans la cuisine, Chelsea a hoché lentement la tête. Elle lui a dit que j'avais toujours été distante et détachée chaque fois que quelqu'un me surprenait à faire une erreur que je ne pouvais pas contrôler. La véritable brillance du piège est devenue évidente le lendemain matin. Colin est apparu dans le couloir, le visage pâle et épuisé, et m'a tendu à nouveau son téléphone. Un nouveau message était arrivé pendant la nuit, provenant de ce numéro anonyme. J'ai lu le texte, et mon estomac s'est noué. Le message contenait une phrase très spécifique sur le fait de trouver un port d'attache tranquille dans une tempête bruyante. Ce n'était pas une simple déclaration romantique générique, j'avais écrit ces mots exacts dans un brouillon privé pour le renouvellement de nos vœux d'anniversaire. Ce document existait exclusivement sur notre ordinateur familial, et je ne l'avais envoyé par courriel qu'à une seule personne pour avoir son avis. Une froide prise de conscience m'a envahi. La personne qui construisait ce cauchemar avait un accès intime et immédiat à mes fichiers privés. Pourtant, au lieu de voir la coupable évidente, assise juste à côté de moi lors des dîners de famille, mon esprit a tiré la mauvaise conclusion. J'ai immédiatement soupçonné Colin de tendre un piège élaboré pour tester mon honnêteté. Ou bien, peut-être que Yann Davenport cachait une véritable liaison, et utilisait mon nom comme un bouclier commode. Le mensonge était redoutablement efficace, car il tissait de véritables points de données pour aboutir à une conclusion fabriquée, continuellement mise à jour par la personne même qui prétendait nous réconforter. Colin n'a pas attendu que je lui explique l'histoire du brouillon des vœux. Il a retiré son téléphone de ma main, et a sorti un morceau de papier plié de la poche de sa chemise. Il m'a tendu le document imprimé sans dire un seul mot. C'était un courriel transféré de Yann Davenport, adressé directement au conseil d'administration de Foster House Events. Il demandait officiellement que l'entreprise me retire de son compte, et ce, immédiatement. Le courriel de Yann était illuminé sur l'écran de mon ordinateur portable, et son texte noir jurait contre le fond blanc éclatant. Mes mains serraient le bord de l'îlot de cuisine si fort que mes jointures commençaient à me faire mal. Yann n'avait pas explicitement confirmé de liaison dans son message, mais sa plainte officielle déclarait que mon scandale personnel créait une distraction massive pour sa prochaine retraite d'entreprise. Sa femme avait vu les faux SMS, et par conséquent, il refusait catégoriquement de me parler directement. Une boule froide s'est formée dans mon ventre. 2 heures plus tard, 2 autres clients majeurs ont suspendu leurs contrats annuels pour une durée indéterminée. Les dégâts se propageaient plus vite qu'un verre de vin rouge renversé sur une nappe blanche, et je n'avais absolument aucun moyen de les arrêter. Mes parents m'ont convoqué au siège de l'entreprise dès le lendemain matin. Être assise en face de Thomas et Barbara donnait davantage l'impression d'affronter un conseil d'administration hostile, plutôt que les personnes qui m'avaient élevé. La pièce sentait l'acajou poli et le café froid. Ils n'ont pas suggéré d'embaucher un enquêteur légiste indépendant, et ils n'ont pas non plus demandé à examiner les SMS eux-mêmes. Mon père a simplement tapoté son stylo en or contre un porte-documents en cuir, se raclant la gorge avant de me demander de prendre un congé temporaire pour protéger la marque, a-t-il dit.
Ma sœur était assise silencieusement au bout de la longue table, arborant une expression de parfaite compassion. Chelsea s'est penchée en avant, plaçant une main réconfortante sur son carnet, et a proposé de gérer mes comptes jusqu'à ce que tout soit éclairci. En les regardant tous les trois, une amère réalisation s'est installée lourdement dans ma poitrine. La famille se souciait uniquement de la perception des clients. La véritable nature des preuves importait bien moins que le maintien de notre image publique irréprochable. J'ai quitté le bâtiment et j'ai conduit directement en centre-ville, le cœur battant un rythme effréné contre mes côtes. La colère avait complètement supplanté mon approche disciplinée habituelle en matière de gestion de crise. Au lieu de consulter un avocat ou de prendre un moment pour respirer, j'ai marché directement dans le hall de l'entreprise de Yann Davenport et j'ai exigé 10 minutes de son temps. Quand il est finalement sorti des ascenseurs en laiton, il avait l'air terrifié. Je l'ai coincé près du bureau de la sécurité, ma voix résonnant sur les murs en marbre, tranchante et inflexible, alors que j'exigeais de savoir exactement qui avait envoyé ces captures d'écran à sa femme. Yann a pratiquement couru se réfugier dans son bureau. Moins de 10 minutes plus tard, il a appelé Foster House Events et a demandé à parler à sa nouvelle chargée de compte. Il a raconté à Chelsea que je venais de lui tendre une embuscade et de menacer sa carrière. Ma sœur a immédiatement compris que je traquais activement la source des données. Le même après-midi, le numéro de téléphone prépayé qui envoyait des messages à mon mari a brusquement cessé de fonctionner. Le faux profil de messagerie a disparu d'Internet sans laisser la moindre trace. Lorsque je me suis connecté au serveur de l'entreprise depuis mon ordinateur personnel plus tard dans la soirée, plusieurs courriels cruciaux manquaient dans nos dossiers promotionnels partagés. J'ai fixé les répertoires numériques vides, comprenant enfin ce que j'avais fait. Ma confrontation hâtive et émotionnelle avait agi comme une puissante alarme, avertissant l'architecte de ce désastre de balayer toutes ses empreintes numériques avant que quiconque ne puisse les trouver. Colin a fait ses valises ce week-end-là. Nous nous tenions dans le couloir à l'étage, entourés de boîtes en carton marron et de 8 années d'histoire commune. Il n'a pas crié, et il ne m'a pas traité de menteuse. Mon mari a simplement fermé son sac en toile et a déclaré qu'il ne pouvait plus vivre dans une maison où chaque question mutait en une lutte acharnée pour savoir qui détenait la vérité absolue. Je refusais de confesser une liaison qui n'avait jamais eu lieu. Mais, en regardant son visage épuisé, j'ai finalement reconnu une toute autre réalité. J'avais passé des années à traiter notre mariage comme un risque opérationnel, outrepassant constamment ses décisions et l'excluant de fait de ma vie quotidienne. Nous nous sommes séparés cet après-midi-là, et le silence qu'il a laissé derrière lui était totalement assourdissant. Les mois ont passé, nous rapprochant inexorablement d'une séance de médiation finale. Un mardi calme de janvier, je me suis assise à ma table de salle à manger et j'ai écrit à la main une lettre de 5 pages à Colin. Les 4 premières pages contenaient un compte rendu brutal et honnête de mes propres défauts. J'admettais mon besoin incessant de contrôle, mon obsession pour le travail, et la froideur qui nous avait lentement éloignés. Mais la 5e page était différente. Sur cette dernière feuille de papier, je déclarais explicitement que je croyais toujours que les preuves d'infidélité avaient été entièrement fabriquées de toutes pièces. Et je refusais catégoriquement de signer de mon nom une histoire fictive écrite par quelqu'un d'autre. J'ai gardé le document original signé précieusement en ma possession. Colin en a reçu une photocopie complète pendant le processus de médiation. Et, toujours désespéré que ma famille comprenne sa version de notre rupture, il a apporté cette copie exacte chez mes parents. Une semaine plus tard, mon père et ma mère ont écouté ses explications dans leur salon, et Colin a laissé l'épaisse pile de papier posée sur leur table basse en verre à son départ. Selon les horodatage du système de sécurité que je découvrirai bien plus tard, Chelsea se trouvait justement en visite cet après-midi-là. Pendant que les papiers restaient sans surveillance dans la maison silencieuse, ma sœur a discrètement scanné le document entier, et a remis la pile exactement là où Colin l'avait laissée. Elle avait obtenu les mots exacts dont elle avait besoin, sans jamais avoir à voler la copie physique. Des mois plus tard, en préparant la réception de son mariage, Chelsea en a imprimé une nouvelle version ne contenant que les 4 premières pages. Elle s'est soigneusement entraînée à tenir le papier, s'assurant que son pouce couvrirait parfaitement le pied de page indiquant « page 4 sur 5 ». Au moment où le divorce a été prononcé, Chelsea avait mon bureau, mes clients, et une copie de chaque phrase que j'avais honte d'avoir écrite. 3 mois après que le divorce soit devenu définitif, j'ai signé un bail commercial pour un petit espace situé dans un entrepôt en briques rénové, de l'autre côté de la ville. Le bureau d'angle n'avait ni les vues panoramiques sur la ville, ni les coûteux meubles en acajou dont j'avais l'habitude de profiter chez Foster House Events. Des grains de poussière dansaient dans la lumière de l'après-midi, se déversant par l'unique fenêtre industrielle.
Ma nouvelle entreprise se concentrait entièrement sur la restauration de lieux d'événements historiques, ce qui exigeait de soulever de lourdes charges et de passer de longues heures de planification solitaire. J'avais échangé ma berline de luxe contre un break familial fiable de 10 ans d'âge afin de financer les coûts de démarrage. Bâtir une liste de clients à partir de zéro était épuisant, et pourtant, cette indépendance tranquille avait bien meilleur goût que n'importe quelle prime d'entreprise. L'empire familial continuait de fonctionner sans moi, tandis que je passais mes journées à mesurer des moulures anciennes et à examiner des permis municipaux. Un mardi après-midi pluvieux du mois d'août, un étrange courriel a contourné mon filtre anti-spam. L'expéditeur indiqué s'appelait Logan Price, un concepteur numérique indépendant. Ma souris a survolé la ligne d'objets, il y était question d'une facture impayée et d'un projet d'interface de messagerie. L'ouverture du message a révélé 2 brefs paragraphes et un fichier image en pièces jointes. Logan me demandait si je savais exactement ce que Chelsea avait accompli avec ce modèle de message personnalisé, soulignant que son paiement final avait 90 jours de retard. Un poids lourd s'est installé dans ma poitrine lorsque j'ai cliqué sur l'image. La pièce jointe affichait une capture d'écran haute résolution d'un espace de travail de conception. On y voyait une interface qui reproduisait à la perfection le faux profil de réseau social qui avait détruit mon mariage. Ma première réaction fut la méfiance la plus totale. Cela pouvait facilement être une tentative d'extorsion, ou un énième piège élaboré tendu par mes anciens collègues. Au lieu de répondre directement à cet inconnu, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Dana Whittaker. Mon avocate au civil possédait un esprit affûté comme une lame, et une profonde intolérance pour les décisions dictées par l'émotion. Dana m'a immédiatement ordonné de ne pas interagir directement avec Logan, organisant plutôt une conférence téléphonique sécurisée et enregistrée pour le lendemain matin. Assise dans le bureau immaculé de Dana au centre-ville, écoutant le haut-parleur, nous avons enfin entendu le concepteur expliquer sa version du projet. Logan a déclaré que Chelsea l'avait engagé pour créer une interface d'application de chat réaliste, des avatars personnalisés, et un historique de conversation crédible pour ce qu'elle appelait une campagne de test de marketing ciblée. Il n'avait réalisé la véritable nature de son produit que lorsque les potins de l'industrie événementielle locale avaient fini par atteindre son réseau professionnel. Suivant les instructions strictes de Dana, le freelance a transféré le répertoire complet du projet via un portail crypté. L'avocate a ouvert le fichier de conception principal sur son grand écran, et nous avons regardé le curseur se déplacer à travers les couches de preuves numériques. Le document contenait un historique des versions détaillées, confirmant les dates exactes auxquelles les faux textos avaient été construits. Puis, Dana a cliqué sur un panneau de commentaires cachés, exposant une série de notes éditoriales. Un commentaire spécifique m'a coupé le souffle. Le texte ordonnait au concepteur de « faire en sorte que le ton ressemble davantage à celui de Meghan », accompagné d'un courriel transféré contenant 3 vrais paragraphes que j'avais précédemment écrits à un fournisseur. Chelsea avait activement fourni ma véritable correspondance comme matériel d'entraînement pour imiter ma voix professionnelle. Pour dissimuler la dépense, la facture finale soumise au service comptable de l'entreprise avait été faussement étiquetée comme un « forfait d'animation d'invitation ». La chaleur a irradié sur mes épaules. Ma main s'est dirigée instinctivement vers mon téléphone, mes doigts prêts à composer le numéro personnel de ma sœur. Je voulais entendre la panique dans sa voix. Je voulais lui dire que j'avais les fichiers de conception, et exiger des aveux sur le champ. Une main froide s'est fermement posée sur mon poignet. Dana m'a dévisagé de l'autre côté de la table de conférence polie, son expression totalement inflexible. « Voulez-vous une réponse ? Ou voulez-vous des preuves ?» a demandé Dana, sa voix tombant dans un registre grave et sérieux. La question m'a forcé à me figer. Mon avocate m'a rappelé que le soupçon ne valait pas preuve, et qu'appeler ma sœur maintenant ne ferait que donner à l'architecte une autre occasion de supprimer le reste des données. J'ai lentement éloigné ma main de l'appareil, m'avouant enfin que ma colère essayait toujours de dicter mes actes. Garder la chaîne de possession numérique complètement intacte était bien plus important qu'un sentiment momentané de triomphe. Dana a reporté son attention sur le rapport d'expertise fourni par son spécialiste technique indépendant. L'analyse des métadonnées a révélé quelque chose de profondément troublant concernant les transferts de fichiers. Une session de téléchargement complète de l'historique de chat fabriqué avait été exécutée depuis un appareil à distance. Le nom d'enregistrement de la machine indiqué sur le journal réseau indiquait « Aaron Blake ». De plus, l'acompte initial versé à Logan Price provenait d'une carte de crédit d'entreprise. L'expert a surligné les 4 derniers chiffres du numéro de compte, les faisant correspondre à une carte émise directement au nom du fiancé de ma sœur. J'ai fixé les chiffres sur l'écran, une nouvelle vague de confusion me submergeant.
Aaron était un consultant en images de marque, un homme qui semblait toujours poli et complètement déconnecté des dynamiques toxiques de ma famille. Je n'avais aucune idée s'il était un complice actif dans cette destruction de réputation, ou simplement une autre victime manipulée dans l'ombre. Dana a fait pivoter le lourd ordinateur portable vers mon côté du bureau, et a tapoté son stylo contre l'écran illuminé. La machine qui a construit ce mensonge appartient à l'homme qu'elle va épouser dans 6 semaines, a déclaré Dana. Dana n'a pas perdu de temps après avoir découvert l'empreinte numérique liée au mariage à venir. Mon avocate a officiellement transmis une mise en demeure exigeant la stricte conservation de toutes les communications électroniques, des sauvegardes de projets et des serveurs d'entreprise à Chelsea, à Foster House Events, et à tous les fournisseurs de stockage de données associés. La notification évitait de détailler l'ensemble de notre stratégie juridique, se concentrant exclusivement sur la liste des catégories spécifiques de matériel numérique qui devaient rester intactes. Pendant ce temps, Logan a signé un affidavit sous serment très complet, et a volontairement remis sa station de travail principale pour que notre spécialiste informatique puisse créer une sauvegarde bit par bit sécurisée du disque dur. Travaillant aux côtés de notre expert technique, nous avons extrait les itinéraires de voyage, les journaux du calendrier de l'entreprise et les dossiers d'inscription aux conventions d'Aaron. Les dossiers prouvaient, au-delà de tout doute raisonnable, que mon futur beau-frère assistait physiquement à une conférence sur la stratégie de marque dans un autre État, aux jours exacts où plusieurs fichiers principaux avaient été téléchargés et compilés. Cette chronologie ne l'absolvait pas complètement de toute responsabilité, puisqu'une personne pouvait théoriquement abuser de matériel laissé sans surveillance ou d'identifiants partagés. Mais, cela augmentait considérablement la probabilité que ma sœur ait exploité son équipement sans son consentement explicite. Bien que connaissant les risques de lui parler, j'ai décidé que le marié méritait d'entendre la vérité avant de remonter l'allée. Un homme sur le point de lier sa vie à une menteuse chronique méritait de faire un choix en toute connaissance de cause, et cacher ses données plus longtemps me donnait l'impression de participer à la tromperie. Avant que je puisse contacter le marié, la pression familiale est arrivée à mon bureau d'entrepôt, sous couvert de préoccupations médicales. Notre père avait récemment souffert d'une légère alerte cardiaque, et Barbara avait traversé la ville en voiture pour me livrer un avertissement sévère. Assise de l'autre côté de mon petit bureau en bois, ma mère a exhorté ses 2 filles à cesser de causer des troubles publics pendant que Thomas se remettait. J'ai refusé d'offrir une promesse inconditionnelle de silence. Au lieu de cela, j'ai tracé une limite ferme et inflexible, expliquant que je garderais l'enquête discrète uniquement si Chelsea ne lançait pas d'autres attaques publiques, et si Aaron recevait les preuves documentaires dont il avait besoin. Barbara a secoué la tête, rejetant entièrement mes conditions, et m'accusant de chercher la moindre excuse pour jeter une ombre sur le mariage de sa fille préférée. Ma sœur a appris que le freelance avait coopéré avec notre équipe juridique beaucoup plus vite que prévu. Paniquée en réalisant que quelqu'un possédait toujours les fichiers sources originaux, Chelsea a soudainement transféré une importante somme d'argent sur le compte de Logan via une application de paiement numérique. Avec cet argent inattendu, elle a joint l'exigence qu'il signe immédiatement une déclaration antidatée affirmant que le projet d'interface n'était rien de plus qu'une œuvre d'art graphique indépendante et entièrement fictive. Logan a transféré la notification directement à Dana, dans les minutes qui ont suivi sa réception. En lisant le nouveau fil de messages, j'ai compris que ma sœur réalisait enfin qu'un témoin indépendant détenait les clés numériques de sa perte. À seulement 24 heures du dîner de répétition, j'ai envoyé un bref SMS à Aaron, lui demandant 10 minutes en privé pour lui parler avant le début des festivités du soir. J'ai gardé le message très vague, évitant toute mention des dossiers juridiques sur les réseaux cellulaires. Malheureusement, ma sœur surveillait de près les communications de son fiancé cette semaine-là. Chelsea a dû intercepter la notification, ou entendre Aaron mentionner la demande entrante, car elle est intervenue immédiatement. Elle a inventé un scénario dramatique pour son marié, prétendant que je souffrais d'un nouvel épisode émotionnel, motivé par une amertume persistante suite à mon récent divorce. Aaron a poliment annulé notre rencontre prévue via un court SMS, suggérant gentiment que je pourrais envoyer les documents que je voulais après la fin des célébrations du week-end. Ce soir-là, un ancien employé loyal de l'entreprise familiale m'a contacté via une application de messagerie sécurisée. Il m'a transféré une copie numérique du planning principal mis à jour pour la réception de mariage. En parcourant la chronologie révisée, mes yeux se sont arrêtés sur un segment nouvellement inséré, positionné juste avant la première danse. Chelsea avait ajouté un élément formel portant le titre d'une phrase douce et familière. Une certitude glaciale a envahi mes os. Ma sœur avait réussi à obtenir une copie numérisée de ma lettre de divorce lors de sa visite chez nos parents des mois plus tôt, et elle prévoyait de l'utiliser comme une arme publique.
Je savais que marcher dans cette salle de bal inviterait une humiliation immédiate, mais rester à l'écart signifiait laisser le mensonge s'ériger en vérité absolue. J'ai soigneusement rassemblé le document original de 5 pages, ainsi que le résumé juridique complet préparé par Dana, les glissant dans un dossier en cuir rigide. J'ai rangé les dossiers dans mon sac à main, m'accrochant encore au fragile espoir qu'une conversation privée avec le marié empêcherait un désastre public. Le silence qui a suivi le démenti du marié planait lourdement dans la grande salle de bal, écrasant les 200 invités qui étaient venus s'attendre à un conte de fées et se retrouvaient piégés au milieu d'une exécution publique. Aaron se tenait immobile près des marches de l'autel, les yeux écarquillés et fixés sur la mariée. Chelsea le fixait en retour, la poitrine haletante sous des couches de soie blanche, alors que la perfection répétée de son mariage se fracturait complètement. Ma sœur luttait pour retrouver son aplomb, les mains tremblantes alors qu'elle serrait toujours le micro. Tu m'as dit que c'était juste une expérience de branding, a balbutié Chelsea, la voix brisée alors qu'elle tentait de rejeter la faute sur l'homme qu'elle était à quelques instants d'épouser. Tu m'as aidé à concevoir toute la mise en page, Aaron. Le marié a fait un autre pas en arrière, mettant une distance physique entre lui et l'autel. Il a secoué lentement la tête, un profond froncement de sourcils creusant des lignes sur son front. Je ne t'ai jamais donné la permission d'utiliser ma carte de crédit professionnelle ou mon appareil privé pour piéger qui que ce soit, a répondu Aaron, la voix s'élevant juste assez pour percer les chuchotements anxieux qui parcouraient les premiers rangs. Je n'ai pas attendu que la dispute dégénère davantage, ou que le personnel de l'hôtel panique. Sortant des sièges de l'allée, j'ai dépassé les arches florales pour me diriger directement vers la table d'honneur. Mon sac pesait lourd sur mon épaule, transportant les preuves tangibles que Dana avait rassemblées. Ouvrant le dossier en cuir rigide, j'ai sorti une enveloppe manie scellée et je l'ai posée sur la nappe en lin blanc, juste devant le marié. Voici la chronologie légale complète, ai-je dit à Aaron, gardant un ton parfaitement calme. L'affidavit sous serment du développeur, les journaux de l'historique des versions originales, et les métadonnées retraçant chaque transfert de fichiers non autorisés directement vers ton matériel. Avant que la mariée ne puisse s'élancer pour arracher le paquet, Aaron a tendu la main et a ramassé l'enveloppe. Il ne l'a pas ouverte là, devant la foule, mais il a agrippé le carton épais comme une bouée de sauvetage. Notre mère a finalement réagi au chaos qui se déroulait sous les lustres en cristal. Barbara s'est précipitée dans l'allée centrale, le visage rouge d'humiliation, et a attrapé mon bras avec une force surprenante. « Sors d'ici, Megan », a sifflé Barbara, la voix tremblante de rage. « Tu as gâché la vie de ta sœur, comme tu l'as toujours voulu. Sors avant que je ne demande à la sécurité de te jeter à la rue. » Notre père se tenait près du bord de la Seine, paraissant 20 ans de plus que son âge réel. Thomas a levé une main tremblante vers le chef d'orchestre, lui faisant frénétiquement signe de jouer n'importe quoi pour étouffer le désastre. « Je n'ai pas ruiné ce mariage, » ai-je dit, en retirant doucement mon bras de la poigne de notre mère, sans élever la voix. Elle a choisi de bâtir un mariage sur la base de faux documents et d'usurpation d'identité. Je lui ai simplement demandé pourquoi elle avait sauté la dernière page. Aaron a levé les yeux de l'enveloppe manille, son expression se durcissant dans une clarté absolue. Il s'est tourné vers la femme debout à côté de lui, dans sa robe en soie sur mesure. « Nous avons terminé », a déclaré Aaron à la mariée, chaque mot tombant comme une pierre dans l'espace silencieux qui les séparait. Le mariage est annulé. La panique a finalement brisé la façade lisse de ma sœur. Chelsea a laissé tomber le micro, le laissant émettre un cri strident et perçant contre les haut-parleurs de la sono lorsqu'il a percuté le sol en bois poli. Elle a tendu la main pour attraper la manche de son fiancé, la voix devenant aiguë et désespérée. « Tu ne peux pas me faire ça », s'est écrié Chelsea, des larmes débordant enfin sur son mascara soigneusement appliqué. « Tout le monde regarde. Tu dois me croire, c'est elle qui a orchestré tout ça juste pour détruire mon bonheur. » Aaron a retiré son bras d'un geste vif et décisif. Il a refusé de regarder ses larmes, se concentrant plutôt sur la réalité dévastatrice de ce que représentaient les documents. « Personne ne croira jamais que tu ne savais pas, » a hurlé Chelsea, sa voix résonnant sur les plafonds voûtés, alors que le désespoir absolu prenait le pas sur sa raison. « Ton nom et surtout, la carte, l'ordinateur, les registres des fournisseurs. Personne ne croira que tu ne savais rien. » Les invités alentour ont eu le souffle coupé. Chelsea s'est figée, entendant enfin ce qu'elle venait d'admettre. Le nom d'Aaron ne l'avait jamais protégé, il lui avait simplement fourni quelqu'un d'autre à blâmer. Le marié l'a regardé avec une expression de pure répulsion, réalisant enfin qu'il n'avait été rien de plus qu'une police d'assurance pour une entreprise criminelle. Sans un mot de plus,
Aaron a tourné le dos à l'hôtel et a descendu les escaliers latéraux vers les portes de sortie, serrant l'enveloppe manille contre sa poitrine. Le chaos a éclaté dans la salle de banquet. Des chaises ont grincé en reculant, et les invités se sont bousculés pour rassembler leurs manteaux, désireux d'échapper aux retombées toxiques de la famille Foster. Chelsea se tenait seule sous les brillants projecteurs, sa magnifique robe s'amassant autour de ses pieds comme de la neige fondue. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi, le visage tordu par une haine pure. « Tu as planifié ça » a hurlé Chelsea, sa voix se brisant en un sanglot rauque. « Tu as détruit mon mariage. Tu as tout détruit. » J'ai posé une simple question, ai-je répondu, me détournant des ruines de la scène. Tu y as répondu par un autre mensonge. J'ai marché d'un pas assuré vers la grande sortie, laissant ma famille derrière moi, dans la coquille vide de leur propre fabrication. En poussant les lourdes portes en verre pour me retrouver dans l'air frais de l'automne, j'ai trouvé Dana adossée à l'aile de sa berline, garée près du stand du voiturier. Mon avocate m'a regardé approcher, son expression indéchiffrable sous les faibles lumières du parking. « A-t-il pris le paquet ?» a demandé Dana, en m'ouvrant la portière passager. « Il l'a pris », ai-je répondu, en me glissant sur le siège avant. J'ai senti la tension accumulée de la dernière année commencer à se dissiper de mes épaules. Il sait tout, maintenant. Dana s'est glissée derrière le volant et a démarré le moteur, s'éloignant en douceur de l'hôtel de luxe avant que des journalistes ou des invités curieux ne puissent se rassembler à l'extérieur. Alors que nous traversions les rues silencieuses de la ville, une chaleur étrange et inhabituelle s'est répandue dans ma poitrine. Pour la première fois depuis l'effondrement de mon mariage, je me suis permis de ressentir un discret sentiment de vengeance. Mais mon avocate gardait les yeux fixés sur la route, m'offrant un rappel qui donne à réfléchir, l'humiliation publique à l'hôtel n'était que le chapitre d'ouverture. Profitez du calme ce soir, a déclaré Dana, en changeant de vitesse alors que nous arrivions à un feu rouge. Parce que demain matin, elle va réaliser qu'elle n'a plus d'endroit où se cacher. Et c'est là qu'elle commencera à démolir tous ceux qui l'entourent pour se sauver. Nous sommes retournés à mon modeste bureau d'entrepôt dans un silence total. Les lumières de la ville défilaient à travers la vitre, alors que je me préparais mentalement aux batailles juridiques qui m'attendaient à l'horizon. Les pistes numériques étaient sécurisées, les preuves physiques étaient sous clé, et la première ligne de défense s'était complètement effondrée sous le poids de sa propre tromperie. Mon téléphone a vibré contre le siège en cuir juste au moment où nous nous engagions dans l'allée en gravier derrière l'entrepôt converti. En sortant l'appareil de mon sac à main, j'ai vu une notification de texto entrant provenant d'un numéro inconnu. En ouvrant l'application de messagerie cryptée, j'ai vu un bref message envoyé directement à la ligne de transfert de mon conseil juridique. Le texte venait tout droit de Logan Price, le concepteur numérique qui avait construit la fausse interface des mois auparavant. Les mots sur l'écran ont confirmé mes pires soupçons sur jusqu'où ma sœur était prête à aller pour enterrer ses erreurs. Le freelance affirmait que Chelsea venait de le contacter directement, moins de 20 minutes après avoir fui le lieu du mariage. Elle lui offrait 50 000 € en espèces s'il signait une déclaration sous serment affirmant que c'était moi qui l'avais initialement engagé pour créer les faux profils de liaison. J'ai tendu le téléphone à travers la console centrale à Dana, sans dire un seul mot. Mon avocate a lu l'écran lumineux dans l'obscurité de la voiture, un sourire sinistre touchant les coins de sa bouche. Le jeu était passé d'une dispute familiale civile à quelque chose de beaucoup plus sombre, et ma sœur venait de marcher droit dans le piège final en tentant de soudoyer un témoin. Dana a ordonné à Logan de rester complètement calme et d'éviter de prendre des risques inutiles, s'assurant que chaque instruction suivait les limites strictes du protocole légal. Travaillant en étroite coordination avec notre équipe technique, le concepteur a réussi à préserver le flux de communication frénétique où Chelsea offrait les 50 000 € en espèces pour obtenir de faux aveux. Ma sœur l'a supplié de supprimer tous les fichiers restants du projet, de remettre son ordinateur portable principal, et de quitter l'État immédiatement avant que des assignations officielles ne puissent atteindre sa porte. Logan a enregistré chaque échange via des canaux sécurisés et surveillés, tout en refusant catégoriquement le pot de vin. La dissimulation s'est intensifiée le lendemain matin. Chelsea a fait transiter de l'argent par le biais d'un fournisseur écran et a créé une facture antidatée, me désignant comme la personne ayant commandé le projet de faux message. Elle a ensuite ordonné à Tara Mills, une employée subalterne chez Foster House Events, de supprimer un ancien répertoire de projets sous prétexte d'une maintenance de routine. Tara savait que l'entreprise avait déjà reçu la mise en demeure de conservation envoyée par Dana. Au lieu de suivre l'ordre, elle a contacté le président indépendant du conseil d'administration et a sauvegardé le courriel dans lequel Chelsea affirmait faussement que notre père avait verbalement approuvé la suppression.
Lorsque Thomas a nié avoir donné une telle instruction, mes parents ont finalement compris que Chelsea était prête à utiliser son nom, exactement comme elle avait utilisé la carte de crédit et l'ordinateur portable d'Aaron. Chelsea a par la suite détruit son ancien téléphone de bureau et a tenté de fermer plusieurs comptes cloud. Mais les preuves ne dépendaient plus de l'appareil qu'elle avait entre les mains. Des copies vérifiées existaient déjà sur le système de sauvegarde de l'entreprise, sur la station de travail préservée de Logan, et sur l'image légale créée par l'expert technique de Dana. Détruire le téléphone n'a pas effacé les preuves, cela a ajouté une autre tentative documentée de les dissimuler. Alors que l'enquête interne se resserrait autour d'elle, mes parents ont fait une ultime tentative désespérée pour protéger le nom de la famille de la ruine totale. Thomas et Barbara ont conduit jusqu'à mon bureau par un froid mardi après-midi, portant le lourd fardeau de leur santé déclinante et de décennies de déni enraciné. Mon père m'a offert un règlement financier substantiel, promettant de racheter mes parts restantes dans l'entreprise familiale à leur pleine valeur marchande, et exigeant que je retourne à mon ancien bureau de direction. Il m'a exhorté à laisser la famille s'occuper de Chelsea par des voies privées, espérant qu'une action disciplinaire interne discrète résoudrait la crise avant que les forces de l'ordre ne s'impliquent de manière permanente. Barbara s'est jointe à sa supplique, m'avertissant qu'une condamnation pénale détruirait complètement l'avenir de sa fille. C'est ta sœur, Megan, a dit Barbara, la voix brisée alors qu'elle s'agrippait au bord de mon bureau en bois. Tu ne peux pas les laisser la mettre en prison. J'ai regardé à travers la petite pièce ces deux personnes qui avaient passé toute ma vie à récompenser la tromperie tout en exigeant mon endurance absolue. J'ai reconnu qu'une partie de moi avait désespérément voulu que ma sœur ressente une véritable peur, qu'elle éprouve l'incertitude terrifiante de voir son monde, si soigneusement construit, s'effondrer. Mais, en regardant les documents frauduleux qui se trouvaient dans mon dossier juridique, j'ai secoué la tête et j'ai tranquillement refusé de signer le moindre accord dépeignant cette conspiration comme un simple malentendu. Le tournant décisif est arrivé tard ce soir-là, lorsque Tara Mills est entrée dans nos bureaux juridiques du centre-ville, portant son propre épais dossier manille. La jeune employée a livré le ticket d'accès numérique indiquant l'horodatage exact de la commande de suppression sur le serveur, ainsi qu'une copie sauvegardée du courriel trompeur où Chelsea invoquait explicitement le nom de notre père pour forcer l'obéissance. De plus, Tara a apporté le répertoire de sauvegarde complet et non modifié qu'elle avait réussi à préserver conformément aux procédures de conformité de l'entreprise. En lisant les preuves fraîchement compilées, le président indépendant du conseil d'administration a pris une décision exécutive définitive. Il a fermé son dossier en cuir, a regardé mon père droit dans les yeux, et a déclaré que l'affaire avait depuis longtemps dépassé les limites d'un simple différend familial privé. L'équipe dirigeante a officiellement autorisé la transmission du dossier d'enquête complet au bureau du procureur de l'État, garantissant que les empreintes numériques, les dossiers financiers falsifiés et les accusations d'entrave à la justice seraient évalués par les autorités judiciaires compétentes, sans autre ingérence de la part de l'entreprise. Au cours des 3 mois suivants, le conseil d'administration indépendant a mené une enquête formelle qui s'est déroulée sans le chaos du mariage, mais avec tout le poids auquel Chelsea essayait d'échapper. Il n'y a pas eu d'invités hurlants, de micros tombés au sol, ni d'accusations dramatiques. Il n'y a eu que des salles de conférence, des dossiers de preuves scellés, des entretiens enregistrés et l'accumulation lente des faits. Logan a été interrogé en premier. Il a apporté les fichiers originaux du projet, la facture impayée, l'historique des versions, et les messages dans lesquels Chelsea lui avait demandé de faire en sorte que les fausses conversations me ressemblent davantage. Tara a suivi avec la demande de suppression, le courriel prétendant faussement que notre père l'avait approuvé, et le répertoire de sauvegarde qu'elle avait préservé après avoir reçu l'avis légal. Le service comptable a produit les relevés de paiement montrant que les fonds de l'entreprise avaient transité par un compte fournisseur lié au projet de la fausse interface. Aaron a coopéré sans la moindre hésitation. Il a remis son ordinateur portable, ses relevés de cartes de crédit, ses itinéraires de voyage, ses dossiers d'inscription à la conférence et ses journaux d'accès à l'hôtel. L'examen médico-légal a confirmé qu'il se trouvait hors de l'état lorsque plusieurs des fichiers principaux ont été créés et transférés. Son appareil avait été utilisé, et sa carte professionnelle avait été débitée, mais la chronologie le disculpait de toute implication active. Chelsea ne lui avait pas confié la vérité, elle n'avait fait confiance qu'à son nom pour absorber le blâme si le stratagème venait à faire surface. Je n'ai assisté à aucun de ces entretiens. Dana m'a conseillé de rester en dehors du processus à moins que le conseil ne demande mon témoignage. Elle savait avec quelle facilité Chelsea pourrait m'accuser de diriger l'enquête par soif de vengeance. Pour une fois, j'ai écouté. J'ai laissé les preuves parler, sans essayer de contrôler l'ordre dans lequel quiconque les entendait. En janvier,
le Conseil avait rendu ses conclusions. Le contrat de travail de Chelsea a été résilié pour détournement de fonds de l'entreprise, falsification de documents, interférence avec une enquête interne, et conduite ayant exposé Foster House Events à de graves risques financiers et juridiques. Ses primes de direction non acquises ont été révoquées. Elle a été sommée de rembourser les dépenses non autorisées facturées via les faux comptes fournisseurs. L'entreprise a également publié un correctif public à l'intention des anciens clients, employés et partenaires commerciaux, confirmant que les allégations contre moi avaient été fabriquées de toutes pièces, et que je n'avais jamais commis de faute professionnelle. La déclaration n'a pas restauré l'année que j'avais perdue, mais voir mon nom imprimé à côté du mot « disculpé » m'a touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Colin a également lu le correctif. Il a envoyé un bref message demandant si j'étais prête à le rencontrer. Je n'ai pas répondu immédiatement. La réhabilitation m'avait rendu la vérité, mais elle n'avait pas réparé la confiance que nous avions tous deux laissé s'effondrer. Une fois que le Conseil a terminé ses conclusions internes, Dana a déposé mes plaintes civiles pour diffamation, ingérence dans les relations commerciales, et perte de revenus. Elle a documenté les clients qui avaient suspendu leur contrat, le salaire et les avantages que j'avais perdus, ainsi que les dommages financiers causés par mon éviction forcée de l'entreprise. L'affaire pénale s'est développée séparément. Le bureau du procureur de l'État a examiné les fausses factures, les messages de corruption de témoins, l'ordre de suppression du serveur, l'usurpation de l'identité d'Aaron, et la destruction de preuves après que Chelsea ait reçu l'avis formel de les conserver. Chaque élément provenait d'une source différente. Logan avait les fichiers du projet. Tara avait les instructions de suppression. Aaron avait l'appareil et les dossiers de voyage. Le personnel comptable avait la piste de l'argent. Aucun d'entre eux ne dépendait de ma seule parole, et cela avait son importance. Pendant la majeure partie de l'année précédente, Chelsea avait survécu en faisant passer chaque accusation pour une dispute entre deux sœurs rancunières. L'enquête a détruit cette défense. Trop de documents indépendants pointaient tous dans la même direction. Fin février, son avocat a compris ce qu'il attendait. Un procès public exposerait toute l'histoire de la fausse liaison, de l'argent de l'entreprise, de la tentative de piéger Aaron, et des efforts pour acheter le silence de Logan. Cela la laisserait également vulnérable à des charges plus graves, si un jury estimait que la dissimulation montrait une intention criminelle délibérée. Plutôt que de parier sur un procès qu'elle avait peu de chances de gagner, Chelsea a autorisé son avocat à entamer la négociation d'un accord de plaidoyer anticipé. Lorsque Dana me l'a annoncé, je m'attendais à me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me sentais fatigué. Le mariage avait été le moment où le masque de Chelsea s'était fissuré. Les mois qui ont suivi ont prouvé quelque chose de plus dur et de plus important, on lui avait donné chance après chance de s'arrêter, de dire la vérité, et d'accepter ses responsabilités. À chaque fois, elle avait choisi un nouveau mensonge. L'accord négocié exigeait de Chelsea qu'elle plaide coupable pour les chefs d'accusation de crimes les plus lourdement documentés, falsification de dossiers commerciaux, usurpation d'identité non autorisée, détournement de fonds d'entreprise, et destruction de preuves après mise en demeure. Même en acceptant les termes de l'accord, son équipe juridique a tenté d'insérer une clause de justification finale, m'accusant d'avoir créé un environnement de travail hostile qui l'aurait prétendument poussé à se venger. Dana m'a tendu le projet d'accord dans notre bureau, pointant du doigt les paragraphes accusateurs. J'ai catégoriquement refusé de signer ou d'autoriser tout document contenant un faux récit qui rejetait une quelconque part de responsabilité de la falsification sur mes épaules. Dans le même temps, j'ai refusé d'exiger une peine plus sévère par pure vengeance, permettant au cadre légal convenu d'aller de l'avant sans interférence. Barbara est arrivée à mon bureau d'entrepôt par un après-midi glacial, apportant une lettre de clémence aux termes pesants, demandant une réduction de peine. Ma mère a posé le document sur mon bureau en bois avec des mains tremblantes, me suppliant de le signer avant la prochaine date d'audience. Elle ne survivra pas à une peine de prison, Megan, a plaidé Barbara, des larmes débordant par-dessus le bord de ses lunettes. Tu es la seule personne qui peut éviter la prison à ta sœur. J'ai regardé à travers la pièce cette femme qui avait passé des décennies à me presser d'absorber chaque crise familiale en silence. As-tu un jour demandé à Colin de me laisser une chance avant qu'il ne demande le divorce, ai-je demandé, ma voix retombant dans un registre calme et régulier. As-tu un jour demandé au conseil d'épargner ma carrière avant de m'exclure de l'entreprise? Ma mère est restée dans un silence complet, incapable de prononcer un seul mot pour sa défense. Je n'ai pas signé sa pétition, et pourtant, j'ai refusé de soumettre une déclaration supplémentaire réclamant la punition maximale.
J'ai laissé l'issue finale entièrement entre les mains du système judiciaire, gardant mes distances avec les appels émotionnels d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment protégé lorsque les mensonges avaient commencé. L'air matinal de mai portait un froid vif et inflexible à travers les hautes fenêtres du palais de justice de l'État. Mais, à l'intérieur de la salle d'audience bondée, l'atmosphère semblait lourde et totalement dépourvue d'oxygène. J'étais assise sur le banc en bois de la 3e rangée, mes doigts reposant tranquillement sur la lanière en cuir de mon sac à main, tandis que le juge examinait les derniers documents soumis par les 2 avocats. Des mois d'enquêtes acharnées, de sauvegardes numériques vérifiées et de douloureuses confrontations familiales s'étaient finalement condensées dans cette seule pièce silencieuse. Chelsea se tenait près de son avocat de la défense, à l'avant, portant un tailleur gris uni qui manquait de toute trace de l'élégance naturelle qu'elle avait l'habitude d'afficher lors de nos événements familiaux. Sa posture était raide, et ses yeux restaient fixés sur la surface en acajou poli de la table de la défense, refusant de se tourner vers la tribune où nos parents étaient assis dans un silence de pierre. Le juge président a ajusté ses lunettes, s'est raclé la gorge, et s'est officiellement adressé au tribunal concernant l'accord de plaidoyer négocié qui avait été déposé plus tôt ce printemps-là. Après des mois d'examen minutieux par les procureurs de l'État, ma sœur avait officiellement plaidé coupable pour les chefs d'accusation de crimes les plus solidement documentés retenus contre elle. Elle acceptait l'entière responsabilité pour la falsification des dossiers commerciaux, le détournement des fonds de l'entreprise, l'utilisation d'identités numériques non autorisées pour commettre des fraudes, et la destruction délibérée de preuves préservées après réception d'une mise en demeure officielle. Le cadre légal était précis et définitif, contournant le spectacle chaotique d'un procès public complet, tout en garantissant que la responsabilité resterait absolue. Le juge a condamné Chelsea à 12 mois dans un établissement correctionnel à sécurité minimale, suivi de 3 ans de mise à l'épreuve sous surveillance, d'heures de travaux d'intérêt général obligatoires, et d'ordre de restitution financière stricte conçu pour rembourser les fonds qu'elle avait détournés des comptes de l'entreprise. Il n'y a pas eu d'applaudissements théâtraux dans la salle d'audience, ni d'explosion soudaine de victoire écrasante. La justice est arrivée discrètement, portant les vêtements sobres de la réalité procédurale. Avant que l'huissier ne l'escorte par les portes latérales vers les cellules de détention, ma sœur a légèrement tourné la tête et a balayé la pièce du regard, jusqu'à ce que ses yeux accrochent les miens. L'expression dans son regard portait un poids d'épuisement et d'amertume. « Tu as eu ce que tu voulais » a murmuré Chelsea, sa voix portant à peine par-delà la cloison en bois. « Tout le monde me déteste maintenant. » Je ne me suis pas levé de mon banc, et je n'ai pas laissé ma posture vaciller face à cet ultime appel émotionnel. Je voulais récupérer mon nom, Chelsea, ai-je répondu, gardant un ton mesuré et totalement dépourvu de méchanceté. C'est toi qui as fait les choix qui t'ont coûté le tien. Elle a entrouvert les lèvres comme pour offrir une dernière justification, peut-être pour demander une fois de plus pourquoi j'avais refusé de signer sa pétition de clémence. Mais l'huissier a doucement posé une main sur son épaule, et l'a guidé dans le couloir moquetté. La lourde porte métallique s'est refermée derrière eux avec un clic définitif, un son creux qui a résonné dans toute la salle d'audience. Les conséquences en cascade de ces choix ont remodelé le paysage restant de notre famille. Dans les jours qui ont suivi le prononcé de la peine, Aaron a officiellement rompu les fiançailles, s'assurant que son avocat accomplisse toutes les formalités restantes pour couper complètement toute responsabilité partagée ou association persistante avec les actions de ma sœur. Il ne m'a plus jamais contacté, préférant reconstruire discrètement sa réputation professionnelle loin des vestiges toxiques de notre cercle social. Et ce, bien que les lettres formelles d'exonération fournies par notre équipe juridique aient assuré que sa carrière reste pleinement protégée des dommages collatéraux. Colin a poursuivi son propre chemin, consacrant tranquillement son temps à ses projets de conseil privé, et maintenant une distance respectueuse avec ma vie nouvellement établie. Nous avons échangé un bref courriel poli des mois plus tard, reconnaissant la clôture absolue de notre passé commun. Mais ni l'un ni l'autre n'entretenait l'illusion que le temps pourrait inverser ce qui avait été brisé. Mon père a choisi de se retirer de son rôle exécutif actif chez Foster House Events beaucoup plus tôt qu'il ne l'avait initialement prévu, épuisé par les scandales en cascade et la lourde prise de conscience de son propre favoritisme de toute une vie. Le conseil d'administration a agi rapidement pour nommer un directeur général externe à la famille, s'assurant que l'entreprise serait gérée selon des normes professionnelles plutôt que par des loyautés émotionnelles. Barbara et moi avons maintenu une forme de communication polie, mais hautement restreinte. Ma mère appelait occasionnellement le dimanche après-midi, parlant d'un ton prudent de la météo ou de son club de jardinage. Mais elle n'a plus jamais tenté de cacher sous le tapis les écarts de conduite familiaux, ni exigé que je sacrifie mes limites pour préserver la paix. Je répondais à ses appels avec une civilité calme.
Pourtant, j'avais fermement établi que je ne reprendrais plus jamais le rôle de la gardienne de la maison qui nettoyait les désastres des autres. Quelques semaines après la fin de la procédure de condamnation, Thomas a envoyé une lettre officielle via son avocat d'entreprise. Il m'offrait de me réintégrer en tant que directrice principale des opérations de Foster House Events, avec un programme d'action substantiel et un contrôle administratif total. L'invitation représentait tout ce que j'avais autrefois cru être mon droit de naissance ultime au sein de l'entreprise familiale. Assise à mon bureau dans le calme entrepôt de briques, à l'autre bout de la ville, j'ai lu la proposition formelle 2 fois avant de la poser à côté de mon ordinateur portable. J'ai poliment décliné l'offre par le biais d'une réponse officielle rédigée par Dana. Retourner dans l'empire de l'entreprise signifierait retourner dans un système qui m'avait obligé à prouver mon innocence tout en protégeant activement la personne qui fabriquait les mensonges. Je préférais les parquets poussiéreux, les fenêtres industrielles, et le lourd travail physique de restauration de propriétés historiques qui possédaient une véritable intégrité structurelle. Mon studio indépendant a décroché son premier grand contrat de restauration commerciale ce printemps-là. Je l'avais obtenu entièrement grâce à des appels d'offres compétitifs et à un savoir-faire méticuleux, plutôt que par un privilège hérité ou un soutien financier caché. Le travail était exigeant, salissant, et profondément satisfaisant, me permettant de construire quelque chose de durable de mes propres mains et avec ma propre réputation vérifiée. En juillet, exactement 1 an après le début du cauchemar initial, j'ai déverrouillé la lourde armoire métallique de rangement dans le coin de mon bureau pour signer les documents de règlement financier finaux, clôturant ainsi le litige civil. Tout au fond du tiroir du haut reposait le document original de 5 pages que j'avais écrit lors de la médiation finale avec Colin, de nombreux mois auparavant. En sortant les lourds papiers à la lumière de l'après-midi, j'ai lentement feuilleté les feuilles. Les 4 premières pages contenaient toujours chacune des confessions brutales et sans filtre de mes propres défauts conjugaux. J'y détaillais mon obsession incessante pour le contrôle, ma distance émotionnelle, et les hauts murs que j'avais inconsciemment érigés autour de notre foyer. Ces aveux étaient entièrement réels, et les regarder ne me causait plus de honte, mais plutôt un profond sentiment de conscience de moi-même. Puis, mes yeux se sont baissés sur la dernière feuille de papier. La 5e page contenait toujours le résumé médico-légal, les journaux de métadonnées vérifiés, et la froide preuve numérique de la conspiration que ma sœur avait construite pour effacer mon identité. Je n'ai pas craqué d'allumettes pour brûler les papiers, et je ne les ai pas déchirés en confettis pour célébrer un triomphe vide. Le document n'était plus une arme de représailles, ni un bouclier contre des accusations injustifiées. Il était simplement devenu un morceau d'histoire. C'était l'archive enregistrée d'un chapitre qui m'avait appris le coût exact d'une loyauté mal placée, et la valeur irremplaçable de la vérité absolue. Alignant soigneusement les bords des pages, j'ai glissé le document dans son dossier manille protecteur, et j'ai fermé la porte de l'armoire à clé avec un clic ferme et satisfaisant. J'ai ramassé mon porte-document en cuir, j'ai vérifié ma montre, et je suis sorti par la porte d'entrée pour retrouver le nouveau consultant en architecture qui m'attendait en bas. J'ai fait un pas direct dans la lumière éclatante du soleil de l'après-midi, sans jamais regarder en arrière. Quand vous passez toute votre vie à construire une forteresse pour les autres, vous oubliez souvent de vérifier si les fondations sous vos propres pieds sont solides. La véritable force ne se trouve jamais dans la quantité de chaos que vous pouvez absorber en silence, ni dans le nombre de désastres que vous pouvez nettoyer derrière des personnes qui refusent d'assumer la responsabilité de leurs actes. Protéger votre tranquillité d'esprit exige une clarté absolue, des limites fermes, et le courage de refuser de vous approprier des erreurs que vous n'avez jamais commises. Aucun titre familial ni aucune histoire commune ne devrait jamais vous coûter votre vérité, ni exiger que vous sacrifiez votre identité pour préserver une illusion confortable. Avez-vous déjà gardé le silence pour préserver la paix, seulement pour réaliser que ce silence vous détruisait de l'intérieur?